Dis-moi Alexis, de qu'est-ce qu'on parle maintenant? Les solutions à l'intermittence des énergies vertes. Pas mal! J'en ai déjà parlé, une bonne partie de l'énergie qu'on produit sur la Terre provient des énergies fossiles, et c'est un problème. C'est une électricité qui utilise des ressources finies, chères, et surtout qui pollue et réchauffe notre planète. Dans les dernières années, par contre, les énergies renouvelables ont pris une place de plus en plus grande dans la génération d'électricité, et c'est une bonne nouvelle et un bon pas pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En particulier, le solaire et l'éolien ont eu un gros boom. Ouais, mais le solaire, là, ça marchera jamais, là, parce que le soleil brille pas tout le temps. Ta gueule! Ta gueule, c'est bon, ok, j'en ai déjà parlé, puis qu'est-ce que j'avais dit? Que tu le savais. Que je le savais! On dit navet. Le problème avec les énergies renouvelables, c'est que c'est souvent des énergies intermittentes. Ça veut dire qu'ils ne produisent pas l'énergie à la demande. Ça prend un phénomène naturel pour produire l'électricité. Certaines sources d'électricité renouvelable marchent quasiment tout le temps, comme le géothermique ou l'hydroélectricité, mais c'est pas toujours possible partout dû à des contraintes de terrain ou de coûts. C'est pas partout qu'il y a de la chaleur assez proche en surface ou qu'il y a des rivières ou des lacs appropriés pour faire des barrages. Mais un truc qui est quasiment toujours là, c'est le soleil et le vent. Puis c'est pour ça que le solaire et l'éolien ont eu un gros boom ces dernières années et que leur prix a énormément baissé. Ça, puis la grosse pression populaire de faire baisser nos émissions de GES. De quoi tu parles? The New York protests. Take a look. Ah ouais, ça aussi j'imagine. Des endroits comme la Californie se ramassent donc avec beaucoup d'énergie verte en surplus, mais pas au bon moment. C'est ce qu'on appelle le problème de la courbe du canard. Parce que ça ressemble à un canard! Ça ressemble même pas à un canard! Mais il existe des solutions pour ce problème-là dans la forme de plusieurs technologies de stockage d'énergie qui permettent d'emmagasiner les surplus et de les resservir plus tard. Un peu comme des grosses batteries? Oui. Mais il y a plus cool encore. Premièrement, le stockage pompé. Tu connais les barrages électriques? C'est exactement pareil. Sauf que c'est totalement l'inverse. T'as vu, c'était une antithèse. Je t'avais dit, je suis un poète. Je suis pas sûr que c'était une c'est beau. Dans une station de stockage pompé, on utilise de l'eau pour stocker de l'énergie. Durant la journée, quand l'électricité est moins chère puis moins en demande, on active des pompes pour pomper de l'eau du bas vers le haut du réservoir. Quand la demande est plus haute puis que l'électricité est plus chère, alors on ouvre les vannes, on fait passer l'eau à travers une turbine et on génère de l'électricité comme une centrale hydroélectrique normale. La plus grosse de ces stations dans le monde est située à Bath County, en Virginie. L'État de Virginie aux États-Unis, avec sa capacité de 24 000 kWh, est souvent décrite comme la plus grosse batterie au monde. Et en termes d'efficacité, elle est à 80%. Ça veut dire que pour toute l'électricité qu'on met dedans, on en récupère 80%. Ce design de stockage-là est vieux. Ça fait des années qu'on utilise l'eau pour stocker puis générer de l'électricité. Mais le solaire à plus grande échelle, par contre, ça c'est un plus gros défi. Mais il y a des solutions pour ça. Pour les découvrir, je t'emmène à la nouvelle centrale solaire de Ouarzazate au Maroc. Mais voyons Alexis, pourquoi une centrale? Je pensais qu'on parlait de stockage, pas de génération d'électricité. J'y viens petit sacripant, sois patient. La centrale de Ouarzazate est particulière parce qu'elle n'utilise pas des panneaux solaires pour générer son électricité, mais du sel en fusion. Comment ça fonctionne? Des miroirs appelés héliostats, parce que appeler un miroir, c'est trop compliqué, concentrent les rayons du soleil vers un tuyau qui contient du sel. La chaleur devient tellement intense que le sel rentre en fusion et devient liquide et circule dans le tuyau. Le sel est ensuite transporté dans un réservoir et est utilisé pour faire chauffer de l'eau, pour la transformer en vapeur, pour faire tourner une turbine, pour générer de l'électricité, comme une centrale normale. L'avantage avec cette technologie-là versus les panneaux solaires, c'est que comme le sel est maintenu dans des réservoirs isolés, il peut rester chaud très longtemps et être utilisé pour générer de l'électricité, même quand le soleil est couché. À pleine capacité, la centrale va pouvoir alimenter 120 000 foyers. C'est une des premières à mettre en place la technologie des sels fondus à grande échelle, mais c'est pas la première. Cet honneur revient à Gemma Solar. Gemma Solar? Gemma Solar. Gemma Solar? Une centrale en Espagne. Cette dernière a réussi le record d'alimenter tous ses clients en énergie solaire en continu, donc même pendant la nuit, pendant 36 jours d'affilée. Donc même quand le soleil brille pas tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est très cool comme technique, mais ça fonctionne efficacement que dans les places où il y a beaucoup de soleil pendant toute l'année. Donc pas ici, genre. C'est vrai. Mais par contre, ce qu'il y a partout, c'est de l'eau. Et avec de l'eau, on peut générer de l'hydrogène. Mais ouais, c'est une chaîne scientifique ici, mon pote. On en apprend tous les jours. Je me fais chier. Yeah!
Le stockage d'énergie à l'hydrogène est une technique qui permet de transformer l'eau en hydrogène en utilisant de l'électricité par un procédé qu'on appelle l'électrolyse. Il y a même des chances que tu l'aies déjà fait au secondaire, c'est la journée la plus cool du cours de chimie parce qu'on pouvait faire exploser des fioles d'hydrogène. Et tout le monde le sait, l'école c'est beaucoup plus cool avec des explosions. En passant un courant électrique à travers l'eau, les molécules de H2O sont transformées en H2 et en eau. 2. Parce que l'oxygène, c'est sensible, ça peut pas rester seul très longtemps. L'hydrogène récupéré peut alors être passé dans une cellule d'énergie et être retransformé en électricité à la demande. C'est ce principe-là d'ailleurs qui est utilisé dans les voitures à hydrogène comme la Mirai de Toyota. Partout où il y a de l'eau et de l'énergie renouvelable, on peut générer de l'hydrogène dite verte et la stocker pour de très longues périodes de temps. C'est un avantage par rapport aux batteries conventionnelles qui ont tendance à perdre leur charge relativement rapidement. On peut par exemple utiliser d'anciennes cavernes et mines pour stocker d'importantes quantités d'hydrogène durant l'été, quand l'énergie solaire est beaucoup moins chère, et la resservir durant l'hiver. Il y a beaucoup d'applications qui sont possibles, puis l'hydrogène est une industrie qui a vraiment pas fini de grossir. Mais quand on parle de stockage d'énergie, on pense pas souvent à ça en premier, on pense clairement plus à ça. Mais en beaucoup plus gros. Présentement, la technologie de stockage la plus compacte et la plus efficace, ça reste encore les batteries au lithium, et ces dernières deviennent de plus en plus efficaces d'année en année. Des installations de batteries au lithium commencent à être installées un peu partout autour du monde et permettent de stocker les surplus d'énergie renouvelable générés durant la journée et les resservir durant les périodes de pointe. Une des plus célèbres a été installée en Australie par Tesla et a permis aux citoyens de la région d'économiser pour 116 millions de dollars en coût d'énergie. À 129 MWh, c'est une des installations les plus grosses de son genre et une des plus efficaces. On peut s'attendre à une efficacité d'environ 88%. C'est un succès commercial et énergétique, puis tout le monde aime ça. Bonjour, je suis Nick Thomas, responsable global des véhicules électriques chez Nissan, et moi, j'aime pas ça. Je passais un bon moment là, pourquoi c'est tout gâché? Nick Thomas et plusieurs autres d'ailleurs pensent que ce genre de projet-là, c'est un gaspillage d'argent puis de ressources parce qu'on a déjà des batteries en circulation. C'est des voitures électriques. Une voiture est stationnée au moins 90% de son existence. C'est pas efficace que ce soit à électricité ou à essence. Mais qu'est-ce qui se passerait si on pouvait l'utiliser pendant qu'elle était stationnée? Personnellement, je l'utilise quand elle est stationnée, moi. Nissan propose donc d'utiliser les batteries des voitures électriques réparties sur la grille comme des batteries mobiles. Les voitures seraient branchées durant la journée et seraient utilisées pour stocker de l'énergie et la redonner à la grille en cas de besoin. Puis les automobilistes seraient compensés comme n'importe quel fournisseur d'électricité. Donc en premier, votre voiture serait une batterie et une source de revenus, puis en deuxième, une voiture. Puis personnellement, je trouve ça vraiment cool. C'est génial! Donc tu le vois bien, il y a plein d'options qui existent pour rendre des grilles 100% renouvelables beaucoup plus résilientes. Et j'ai même pas parlé des batteries au vanadium puis des batteries à métal liquide. Batterie! Et pourquoi pas? Parce que la vidéo est longue, laisse-moi tranquille. Il suffit de la bonne volonté de nos gouvernements puis de nos responsables de grilles d'énergie pour se débarrasser des énergies fossiles et rendre nos grilles plus durables. Il y a énormément de progrès en vue et donc faut pas perdre en vue notre objectif de décarboniser nos énergies. Donc restez à l'écoute pour l'implantation des technologies de stockage. Et ça va péter! Merci d'avoir écouté la vidéo. Je sais qu'elle a pris un petit peu plus de temps à venir que les autres, mais je vais prendre une minute pour être un peu plus plate pour expliquer. Donc ça changera pas d'habitude! Les dernières semaines ont été pas mal plus rough à cause de la pandémie, à cause des nouvelles mesures, puis à cause de l'isolement, ça a été beaucoup plus dur mentalement. J'avais beaucoup moins de motivation pour faire des recherches, faire des vidéos, fait que j'ai pris beaucoup plus de temps pour moi, parce que j'avais juste pas le cœur de faire quoi que ce soit d'autre. Puis le fait reste, c'est correct. Mais c'est correct. Mais c'est correct. Parce que les temps sont difficiles pour tout le monde, puis c'est normal de se sentir à bout, mais je vous en supplie, socialisez avec votre monde, allez chercher de l'aide, consultez, demandez, puis vous n'êtes pas plus faible de demander ça, au contraire, vous êtes beaucoup plus fort. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, ça aide l'algorithme, on aime ça. Si tu as des sujets environnementaux qui t'intéressent, des causes, des conséquences des changements climatiques ou des solutions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, puis je vais pouvoir évaluer de faire une vidéo là-dessus, ça me ferait plaisir. Au bout du compte, je veux vraiment aider le monde comme toi à grandir au niveau environnemental puis à réduire leur impact. Fait que je suis là pour toi. Hey, salut!